Donc on va parler de ce que je vous disais ce matin, de l'ennemi public numéro 1, le poids, la prise de poids. Et donc c'est le professeur François Jeunet qui va vous en parler. Alors en plus, vous voyez le titre, le poids, ennemi public numéro 1 de la personne polio. Je pense que j'ai passé le plus mauvais moment de la journée. Mais bon, allons-y avec enthousiasme, comme d'habitude. Pardon ? Ah, vous voulez que je tire les rideaux ? Je ne sais pas faire. On n'a pas le droit. Et t'as déjà perdu 30 secondes, fais gaffe, elle va te diminuer ton temps. Ah, ils prennent de la vite. La partie de gauche avait... Il y allait y avoir une carence de vitamine D à droite et pas à gauche. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Bon, Laurent, tu me donnes le top départ. 1, 2, 3, top. Alors, Chut, s'il vous plaît. petit point. Alors, bon, on y va ? On y va. Allez. Pour vous parler obésité, on va commencer par remettre un petit peu en perspective quelques points qui vont vous faire comprendre à quel point c'est important de s'occuper de sa ligne et de son poids et que ce n'est pas uniquement pour des raisons de déplacement, de mobilité. Première chose, et c'est une bonne nouvelle, l'espérance de vie des personnes vivant avec un handicap moteur et un handicap en général ne cesse d'augmenter dans nos sociétés. Il y a une vraie, et c'est fort heureux également, une amélioration de la qualité de vie. Et pourtant, les personnes vivant avec un handicap, et ça c'est des données de l'ARS Île-de-France, montrent que 50% des personnes vivant avec un handicap vivent en quartier prioritaire de la ville en Île-de-France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette population est une population globalement à revenus socio-économiques moindres que la population générale. Et que quand on est moins bien inséré dans une société pour des raisons socio-économiques, eh bien on souffre de risques, enfin plus de risques que le reste de la population, et on a moins accès aux choses que le reste de la population. Quand on parle de la population générale, l'équation du haut, quand on parle de prévention primaire, eh bien, on connaît tous ça dans nos esprits. C'est quoi la prévention primaire en médecine ? C'est éviter l'apparition des maladies. Et notre ministre, je ne sais pas si vous l'avez vu, s'appelle ministre de la Santé et de la Prévention. Et c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, l'ensemble de la population française est soumise à des examens réguliers dans le cadre de la prévention primaire pour éviter l'apparition des maladies. La prévention secondaire, c'est éviter le développement des maladies une fois qu'on les a. Eh bien, c'est éviter le développement de son diabète, éviter le développement de son hypertension. Et puis la prévention tertiaire, c'est éviter les complications ou les récidives des maladies. Quand on parle des personnes vivant avec un handicap, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de prévention primaire. Parce que l'espérance de vie était suffisamment basse pour que finalement les facteurs qu'on appelle nous de comorbidité de la population, l'hypertension, la sédentarité, le diabète, l'obésité, n'aient pas d'impact sur l'espérance de vie puisque les gens mouraient à 60 ans. Et donc, il y avait de la prévention secondaire, se reconstruire par le sport, gagner en autonomie, assurer son suivi spécialisé, bien sûr, de la prévention tertiaire, éviter le récidive de l'accident vasculaire cérébral, voilà, parce qu'on est déjà hémiplégique à cause d'un AVC, mais il n'y avait pas de prévention primaire. Or, aujourd'hui, le vieillissement de la population en situation de handicap nous met cette problématique en face de nous, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des polios, je vais parler des paraplégiques, par exemple. On peut être paraplégique, vieux, obèse, sédentaire, hypertendu, et faire un AVC, ou faire un infarctus. Et donc, ça pose la question de quel bien vieillir pour l'ensemble de cette population, et quel surhandicap on peut créer si on ne contrôle pas ces facteurs de prévention. Se pose également, et ça on en a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui, c'est quel accès aux soins. Aujourd'hui, dans notre unité à Garches, tous les patients qui rentrent ont un questionnaire. La dernière fois que vous avez vu un dentiste, la dernière fois que vous avez vu un ophtalmo, la dernière fois que vous avez eu une mammographie, la dernière fois que vous avez vu un frottis, la dernière fois que vous avez eu une évaluation de votre prostate, la dernière fois qu'on vous a pris votre tension.
eh bien, vous seriez étonné de voir à quel point, pour cette population, on se retrouve face à un no man's land incroyable. Et pourtant, ces gens se font suivre pour leur vessie quand ils sont paraplégiques, parce qu'ils savent que quand ils sont paraplégiques, ils peuvent avoir des problématiques urinaires. Et donc là, il y a une problématique de santé publique. Alors, on va parler du poids, puisque c'est de ça dont je dois vous parler aujourd'hui. Et bien sûr que, on le sait tous, le surpoids a des impacts cardiovasculaires, respiratoires, perturbe le sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil par exemple, altère la mobilité, la marche, le déplacement, peut induire des douleurs par la surcharge que ça peut donner par exemple sur les articulations ou sur la fonction musculaire. Et puis, on le sait aujourd'hui, on ne s'occupe bien de son corps que quand on aime son corps, que quand on y fait attention. Et que la dimension du surpoids peut être un des premiers signes peut-être du fait que je décroche. Je décroche parce que ça y est, je ne me reconnais pas dans ce corps-là. Et donc, il y a toute cette dimension psychologique qui est également extrêmement importante, et ça qui touche toute la population. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'ennemi public numéro 1, c'est que pour nous, la prise de poids, eh bien, c'est une problématique centrale, un fort impact sur la qualité de vie et la santé des polios. Et ça explique beaucoup de choses de ce fameux syndrome post-polio, parfois. Alors, dans notre unité à Garches, on a une unité périopératoire médico-chirurgicale, je vous en ai déjà parlé. Et chaque patient qu'on essaie de voir tous les 3 ans est hospitalisé 15 jours pour avoir une série d'examens. Ce n'est pas obligatoire, c'est proposé. L'intérêt, c'est qu'on ait des datas, qu'on sache exactement, qu'on puisse suivre régulièrement nos patients sur leur dimension de pathologie, sur leur dimension de prévention, sur la dimension articulaire, le test musculaire, les épreuves fonctionnelles respiratoires, la dépense énergétique du repos, le sommeil, l'évaluation diététique, bien sûr la chirurgie, les infiltrations. On s'intéresse aussi au social, parce que même si vous êtes la population la mieux intégrée, on va dire, dans l'univers du handicap, il y a quand même des problématiques qui se posent quand on arrive à la retraite. Et donc, ces bilans-là nous permettent aujourd'hui de voir à quel point comment se passent les courbes d'évolution pondérale pour votre population. Aujourd'hui, on a eu les chiffres la semaine dernière de notre activité, c'est 200 patients par an qui passent dans cette unité pour le bilan, pas pour les traitements. Polio. 200 polio, c'est 640 patients, 200 polio. Donc, sur le plan général, l'impact du poids sur le handicap, c'est les mêmes que la population générale, sauf que pour le polio, ça rajoute quoi? Ça rajoute des difficultés d'appareillage, des difficultés de mise au fauteuil, du surmenage articulaire et du surmenage musculaire. Donc, ça impacte ce qu'on appelle, nous, le surhandicap. C'est plus difficile de se transférer, c'est plus difficile de se déplacer, ça fait plus mal, l'appareillage est à refaire, il faut refaire la mise dans les empreintes, les essayages, la livraison, etc. Et donc, ça complique la vie. Et donc, ça impacte le bien vieillir de la personne qui vit avec un handicap. Je vous dis d'ailleurs en passant, et certains d'entre vous l'ont déjà éprouvé, qu'il existe une unité, et il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, il y en a une à Berck, qui s'est spécialisée, qui s'appelle Surpoids et Handicap, et qui est une unité qui n'est pas une unité privée, qui est une unité publique de la PHP, et qui travaille pour essayer, alors c'est des séjours un peu longs, à faire perdre du poids pour les patients polio. Alors on y passe 3 mois, hein, c'est pas 15 jours, mais c'est pris en charge par la sécurité sociale sans dépassement d'honoraires. Ça existe. Ça existe dans notre pays, et il faut le savoir. Donc chez le patient polio, en France, on le sait, le constat, c'est que c'est une population vieillissante. Il y a des modifications du mode de vie, il y a la retraite, on marche moins. Souvent, on ne se rend pas compte à quel point, quand on va au travail, eh bien, on bouge. Et que quand on n'y va pas, on bouge moins, même si on aime bien faire son jardin. Il y a les activités de marche qui se réduisent. Parfois, il y a des douleurs, l'arthrose qui arrive, on a du mal à faire du sport ou de l'activité physique. Les statuts orthopédiques se dégradent. On a toujours eu le petit récurvatum qui nous permet de tenir debout. Mais là, le récurvatum, il a pris 20 degrés, il commence à faire mal, et puis il empêche de marcher dans de bonnes conditions. Il y a la faiblesse, cette fatigue musculaire, l'apoptose, les muscles sont moins puissants, le vieillissement musculaire, comme on l'a tous. Mais chez vous, ça induit tout de suite un impact dans la vie de tous les jours. Et puis l'importance des bras de levier. Enfin, tout ça, ça arrive à ce moment-là. Et Olivier Dizien, et l'hommage a été donné à Olivier ce matin par Alain, c'est qu'il disait un polio qui prend 500 grammes peut perdre la marche. Et moi, j'ai vu des polios à 1 kg qui perdaient la marche.
Parce qu'avec le jeu des bras de levier, quand vous prenez 1 kilo au niveau du ventre, eh bien pour votre cheville en bas, c'est pas 1 kilo, c'est 10. Et donc, il faut vraiment faire attention à son poids quand on est polio. Alors, c'est le pire message qu'on peut faire à une population, je le reconnais. Et donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, comment on mesure? C'est quoi les indices qui nous permettent de mesurer qu'une personne est en surcharge pondérale ou pas? Ben, c'est l'indice de masse corporelle qui est utilisé de manière assez consensuelle sur la planète. C'est le poids sur la taille au carré. Eh bien, cet indice-là n'est pas adapté pour les patients polio parce qu'il y a le poids et que chez quelqu'un qui a une paralysie, il y a une fonte musculaire et que le poids n'est pas un bon critère puisqu'il n'est pas représentatif de la répartition de la masse musculaire de la population générale, ce pourquoi cet indice a été construit. Donc l'idée, c'est d'avoir des variations de poids. C'est pour ça que je vous pose toujours la question, et combien vous me pesiez quand vous aviez 25 ans? Et vous faites toujours... Voilà. Mais je fais pareil, moi aussi. Et, sauf que moi, l'impact est moins important. Alors comment on mesure? Eh bien, il faut savoir combien vous consommez. Et c'est la dépense énergétique. Et il y a plusieurs moyens. Il y a la dépense énergétique de repos, on va en parler. Et comment on mesure cette dépense énergétique de repos? Eh bien, c'est à partir de formules, qui sont les formules de Harris et Benedict, Black, Fredericks et celles de l'OMS, qui, comme vous le voyez, j'ai mis celle de Harris et Benedict là, eh bien, encore une fois, tiennent compte du poids. Et donc, ces équations-là, qui sont encore utilisées par nos diététiciennes standards, on va dire, eh bien, ne sont pas adaptées aux personnes qui ont des paralysies musculaires. Elles ont tendance à surévaluer, et voilà, on a fait une petite étude à Garches qui est sortie en 2022, l'année dernière, dans un journal de rééducation, où on s'est intéressé à donc 298 patients pour lesquels, qui étaient rentrés dans notre base entre 2014 et 2017, c'était des premiers patients, des premières vues. 41 avaient eu la dépense énergétique de repos. Et donc, sur ces patients qui avaient eu la mesure de la dépense énergétique de repos, on s'était posé la question de savoir s'il y avait un lien avec d'autres critères du corps. Et alors bon, j'ai passé un peu vite, mais c'est pas grave. Et on se rend compte que, évidemment, la dépense énergétique de repos, elle dépend du poids. Bon, ok. Elle est liée à l'indice de masse corporelle, encore heureux. Et elle est liée également, il y a des corrélations avec toutes les formules. Ça veut dire que la dépense énergétique de repos, elle est quand même liée à certaines de ces formules. Le problème, c'est le coefficient qu'il faut y mettre. C'est-à-dire que quand on utilise ces formules, est-ce qu'on mesure la même chose qu'avec une mesure instrumentale de la dépense énergétique de repos? Donc, on a essayé toutes ces formules et on les a comparées chacune les unes après les autres avec les résultats de la dépense énergétique de repos. Je vous passe les courbes. Si ça intéresse quelqu'un, je donnerai le papier. Donc, aujourd'hui, on se dit que la mesure de la dépense énergétique de repos est corrélée aux équations d'estimation, tant mieux, mais dans le papier, on le démontre, elles surestiment les valeurs. Et donc, elles impactent défavorablement les conseils diététiques. C'est-à-dire que les équations, elles vous donnent un résultat plus maigre que vous n'êtes. Quand vous avez une équation et qu'elle vous dit normal, c'est qu'en général, vous êtes en surcharge. Et quand elle vous dit surcharge, c'est que vous êtes en fait plus gros. Parce que la masse maigre est inférieure et c'est votre masse grasse qui est masquée à l'intérieur. Donc, on a tenté dans cet article de donner des facteurs de correction. Et vous allez voir que finalement, eh bien, la vraie évaluation diététique va dépendre de la dépense énergétique de repos instrumentale. Et on va en parler. Alors, quand on voit quelqu'un qui a une problématique de surcharge, on demande le poids, la taille, l'histoire, la variation du poids, on a des données cliniques, des données de contexte et d'habitude de vie et de niveau d'activité physique. Le poids, ce n'est pas une valeur qu'on prend comme ça, bang, qui nous tombe dessus, et je suis trop gros, je ne suis pas trop gros. Il y a plein de facteurs, il y a le morphotype, il y a l'histoire familiale, il y a plein de choses. Donc on fait une enquête alimentaire, on évalue les habitudes, la consommation, les relations à l'alimentation, la connaissance des aliments, les croyances, les idées reçues, la notion culturelle, le dépistage des situations qui entraînent la perte de contrôle, l'appréciation des attentes et la motivation du patient. On fait la dépense énergétique de repos par calorimétrie indirecte, et là je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis on s'intéresse également à la répartition de la masse corporelle.
où est-ce qu'est située la masse grasse, où est-ce qu'est située la masse maigre. Et ça, on a deux outils qui nous permettent de le mesurer. C'est l'impédance-métrie, c'est une histoire de, comme pour les balances à impédance-métrie. On a un outil, nous, qui nous permet de faire ces mesures de manière segmentaire, sur les bras, sur les jambes, sur le ventre, pour à chaque fois essayer de déterminer la répartition de la masse corporelle, masse grasse, masse maigre. Et puis, il y a l'ostéodensitométrie, comme vous l'a dit tout à l'heure Laurent, qui est la mesure qui fait partie aussi de la prise globale de l'évaluation diététique, qui est la mesure de la minéralité osseuse. C'est l'ostéoporose, pas ostéoporose. Et cette machine, il y a des modules optionnels qui vous permettent de mesurer la masse grasse et la masse maigre. Donc, si vous avez la dépense énergétique de repos et votre répartition corporelle, eh bien, ça va aider nos diététiciens spécialisés à vous faire maigrir. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué que de perdre du poids pour la population générale, finalement. Alors, comment vous dépensez votre énergie sur 24 heures ? Il y a le métabolisme de base et la dépense énergétique de repos, ce que vous consommez quand vous êtes assis ou vous dormez. Il y a la dépense énergétique liée à l'activité physique et l'effet thermique des aliments. Voilà ce que c'est que la dépense énergétique sur 24 heures, ce que vous dépensez. Le métabolisme de base et la dépense énergétique de repos représentent 70% de la dépense énergétique des 24 heures. C'est-à-dire que vous consommez quand vous ne faites rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenir le corps pendant tout ce temps-là, le fonctionnement des organes, etc. Et ça, c'est lié, cette dépense énergétique de repos, au métabolisme musculaire. Comment vous maintenez votre corps en vie quand vous êtes au repos. Ensuite, il y a la dépense énergétique liée à l'activité physique. Si vous avez une activité physique normale, ça ne dépasse pas 20%. Pour que le sport vous fasse maigrir, il faut atteindre des seuils d'athlètes de haut niveau. Ce qui ne veut pas dire que le sport n'est pas bon pour perdre du poids, mais ça veut dire qu'il ne faut pas y mettre tout là-dedans. D'ailleurs, si vous faites du sport, vous vous renforcez, et si vous vous renforcez, vous augmentez votre masse musculaire. Si vous augmentez votre masse musculaire, vous augmentez votre dépense énergétique de repos de manière indirecte. Bien sûr que si vous faites beaucoup d'activités, vous allez augmenter votre 15 à 20% à 30% ou à 40%. Mais ce n'est pas juste le kiné une demi-heure, 2 fois par semaine. Et Léo vous en parlera juste après. Et l'effet thermique des aliments, c'est à peu près 10%. Bien sûr, il y a des facteurs de variation, les hommes, la femme, l'âge, le poids, la masse maigre, l'état de santé, est-ce qu'on a une maladie inflammatoire associée, est-ce qu'on a une poussée d'arthrose, etc. Tout ça impacte bien sûr le métabolisme. Et là, je vous fais quelque chose d'assez général. Mais c'est pour que vous ayez un petit peu notre façon de penser. Donc si on retrouve cette équation, dépense énergétique de repos 70%, facteur d'activité 15%, effet thermique 15%, on prend quelqu'un qui n'est pas paralysé, qui n'a aucune séquelle, population générale. Si on part que la dépense énergétique de repos est à 1500 kcal et qu'on établit une équation comme ça, on arrive à 2000 kcal jour. Si votre dépense énergétique de repos, parce que vous êtes en situation de polio avec une perte musculaire importante, en général, elle tourne autour de 800-900. Si on rajoute, vous faites un peu moins d'activité physique, et l'effet thermique, c'est la même chose. Votre métabolisme de base, quand on fait le total, c'est 1200 kcal par jour. Et là, je vais répondre à la question des polios qui disent « mais je fais des régimes et je ne perds pas de poids ». Le premier régime, c'est 1800 kcal jour. Quand vous allez voir une diététicienne de base, Madame Whitwatchers. OK ? Le régime carentiel, c'est quand vous descendez en dessous de 1400 kcal jour. Là, il faut commencer à prendre des suppléments. Donc vous voyez bien que c'est très difficile de perdre du poids quand on a des paralysies. Ne soyez pas coupable. Ce n'est pas de votre faute. D'accord ? Alors, comment ça se passe, la mesure de la calorimétrie indirecte, cette équation, comment on l'obtient ? Vous voyez, on est couché et on respire dans un masque. Là. Et c'est par l'échange de gaz inspiré-expiré, par calorimétrie, une distance de température, qui vous permet de mesurer votre dépense énergétique de repos. Donc aujourd'hui, on peut la mesurer. Et donc, ça donne ce type de résultat. Vous voyez ce beau bébé de 50 ans qui fait 1m70, 91 kg. C'est pas moi, hein. Qui est polio. Et la dépense théorique, selon la formule, s'il n'avait pas de problématique, est de 1831 kcal par 24 heures. Ça, c'est théorique. La formule, s'il n'avait pas de polio. La mesurer, voilà, 895, 900. Et donc, sa dépense énergétique de repos mesurée par rapport à la théorique, c'est 50%. Vous voyez à quel point c'est difficile. Donc, il faut quand même faire la prise en charge diététique, bien sûr.
Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, c'est des protocoles, c'est des choses qui sont gérées par des équipes pluridisciplinaires. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire facilement seul à la maison, ça, mesdames, messieurs. D'accord? La prise en charge diététique doit être une aide à la résolution de problèmes. Le but du jeu, c'est comment est-ce qu'on fait. Je suis sûr que beaucoup de gens ici qui se trouvent en surcharge pondérale ne mangent pas beaucoup ou mal. C'est juste que c'est un peu trop par rapport au reste. Et donc, la prise en charge doit être personnalisée, qui doit être en fonction de la DER et de la répartition de la masse corporelle. Elle doit maintenir un apport quantitatif minimum, pas de carence. Pas de carence. J'ai vu des patients polio pour maigrir qui prenaient des risques monumentaux. On ne s'arrête pas de manger, quoi. Maintenir un apport suffisant en protéines. Il y a des substitutions, on peut travailler là-dessus. Une éducation thérapeutique, ça s'apprend, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Et il ne faut pas oublier la qualité de vie. Parce que manger, c'est hyper sympa. D'accord? Et que donc il y a des moments où on peut se lâcher, il y a des moments où on peut sortir des choses. Et que si on est un peu en surcharge pondérale parce que c'est sympa de manger, il ne faut pas non plus le vivre en permanence de manière schizophrénique. Un coup, je suis malheureux, un coup, je suis heureux. Hein? Donc tout ça est extrêmement, extrêmement important. Donc des menus élaborés par le patient à partir de connaissances acquises ou renforcées. Donc nous, on a un aller vert. On va chez les gens pour voir comment il faut à manger, chez eux. Des recettes revisitées avec la diététicienne, des listes de denrées pour mieux remplir les placards et les réfrigérateurs, un carnet alimentaire, des aides à identifier les situations de perte de contrôle. On a le droit de perdre de contrôle, faire des efforts, ce n'est pas toujours évident. Et puis, c'est le suivi. Alors nous, on a établi, même si c'est de la perte sèche pour nous à Garches, une consultation diététicienne, puisqu'elle n'est pas valorisée, avec des patients qui sont à l'extérieur et qui viennent faire leur suivi en externe. La psychologue, c'est extrêmement important aussi. Donc voilà, je vous ai fait une approche un petit peu globale sur les problématiques du poids pour vous, pour nous, pour tout le monde, et que vous compreniez à quel point il ne faut pas que vous, quand vous venez nous voir en consultation, que ce soit un sujet qui où vous sentez coupable souvent. Il y a certains d'entre vous qui me disent « mais je ne comprends pas, quoi. Je ne mange pas et j'y arrive pas, et c'est normal. » Et on va trouver des solutions. Il y a des solutions. Et il y a des solutions pour marcher mieux, il y a des solutions pour faire de l'activité physique, il y a des solutions pour mieux manger, il y a des solutions pour être bien suivi, mais encore une fois, du fait de votre statut, de manière spécifique. Je vous remercie. Des questions? Voilà. Ah si. Hi, I'm Frances Quinn. Bonjour, je viens du Royaume-Uni, Frances Quinn. Pour le régime à 1400 calories, est-ce qu'il est possible pour la personne atteinte de polio? Pour le régime à 1400 calories, est-ce qu'il est possible que les gens atteints de polio puissent le faire eux-mêmes? Parce que ça me paraît être un tout petit nombre de calories pour l'équilibre alimentaire ordinaire avec des pommes de terre, des légumes, du poulet, un petit peu de sauce. C'est vraiment difficile d'avoir le bon niveau de vitamines et de protéines à 1400 calories. Pour un régime à 1400 calories par jour, est-ce qu'une personne atteinte de polio elle-même peut avoir un bon plan alimentaire pour avoir une bonne nutrition, suffisamment de vitamines, de protéines avec seulement 1400 calories par jour? OK, I think I have understood. Alors, je crois que j'ai compris la question. Je crois que vous m'avez posé la question parce que c'est très difficile d'atteindre 1400 calories un régime à la maison sans aide. Oui, c'est pour ça que dans notre service, tous nos patients en consultation extérieure voient un diététicien spécialisé
Et vous savez que chaque mois, ils viennent et ils travaillent sur ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils vont manger, quels sont les menus et comment le faire. Et ensuite, le diététicien va chez le patient pour travailler avec eux, pour voir, disent comment vous remplissez votre frigo, qu'est-ce que vous achetez. Donc, c'est vraiment un suivi vraiment très étroit de tous les patients. Bien sûr, on ne peut pas faire cela pour nos 50 000 patients polio en France. Mais l'autre chose, c'est qu'on a un hôpital spécialisé qui est dans le nord de la France, qui a un grand service qui est dédié à ça. Ils ont 80 lits pour les personnes handicapées et pour l'obésité. Donc, ces personnes restent pendant 3 mois au total parce que, vous savez, c'est remboursé par la sécurité nationale, sécurité sociale, et ils restent pendant 3 mois pour apprendre à cuisiner, comment manger et faire tout le suivi. Et ils font beaucoup d'activités physiques également. Donc, s'ils peuvent faire un petit peu de vélo, ils vont marcher sur la plage, ils font beaucoup de choses. Et pour briser le cercle vicieux, vous savez, selon lequel, qui est décourageant et qui dit « Oh, je n'arrive pas à faire cet effort sur le long terme ». Et pendant ces 3 mois, ils ne perdent peut-être pas plus que 4 ou 5 kilos. Ce n'est pas une énorme perte de poids, hein. Mais c'est une manière d'apprendre que c'est un parcours sur le long terme et que vous devez être formé, vous devez apprendre comment tous les jours chez vous, vous devez préparer ce que vous mangez. Mais pour moins de 1400 calories, il faut prendre des compléments alimentaires parce que vous allez avoir un régime carencé quand vous êtes en dessous de 1400 calories. Et donc, on a une équipe spécifique pour ça parce qu'on pense que la prévention primaire pour les personnes polio, il faut y travailler là-dessus. Ça va? Voilà la réponse à votre question. Hop. Merci. Alors, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir aller jusqu'à Garches. Alors, est-ce que quand on est suivi par une diététicienne classique, on va dire, elle a la possibilité d'aller voir un document spécifique par rapport à notre pathologie? L'idée, c'est un échange d'expérience à partir de quelque chose qu'on a fait et où on a orienté notre service autour de cette problématique-là. Des tas de services savent faire ça. Moi, je vous présente ce qu'on fait nous, et c'est vrai qu'on y porte un intérêt, un focus particulier, et c'est une question qu'on doit nous s'approprier aussi sur l'entièreté du territoire. Évidemment, les diététiciennes sont formées à ça. Évidemment, il y a des diététiciennes de ville qui appellent nos diététiciennes en nous disant, écoutez, là, ou qu'appelle il y a sûrement peut-être même, j'imagine, j'ai vu que notre ami Jean était arrivé, que donc peut-être qu'ici, il y a aussi des suivis spécifiques. Je ne sais pas, mais jusque-là, ce n'était pas une problématique de santé publique pour nous, puisque, comme je vous le disais au début, la prise de poids, les facteurs de risque primaires n'étaient pas une question pour nous. Aujourd'hui, ils le deviennent, et ça, c'est un exemple de comment on est en train de s'organiser pour. D'abord, il faut comprendre ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à maigrir, et derrière, qu'est-ce qu'il faut construire pour. Derrière ça, il va y avoir de la formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça que sur un site pilote ou 2 sites ou 3 sites en France. Ce qu'il faut, c'est que chaque diététicienne qui est formée aujourd'hui puisse savoir ça. Et elle le sait quelque part, elle est déjà formée pour ça, mais que le polio, c'est quoi un polio, je ne sais pas ce que c'est, d'où ça sort, etc. Encore une fois, on retombe sur la problématique du polio, c'est que le faire rentrer dans ce schéma-là. C'est-à-dire que le polio, ce n'est pas un régime à 1600 kilocalories. C'est pas ça. Et donc, si vous le savez aujourd'hui, quand vous verrez votre diététicienne, je pense que vous n'en avez pas besoin, mais si vous voyez un jour votre diététicienne, vous lui direz, vous savez, j'ai une masse musculaire descendue, je pense qu'il faut descendre plus bas que pour ma sœur qui n'a pas la polio, qui a le même... Bon. C'est comme ça qu'on va y arriver. Hein. Et les grosses prises en charge à Berck, c'est pour des gens qui sont vraiment en difficulté. C'est pas du régime de cosmétiques. Hein. On est vraiment sur des prises en charge de gens qui sont en perte de vitesse. On va oui.
des gens pour faire. Parce que les médecins MPR, c'est sûr que Garches, c'est le temple. Hein, parce que, on le voit, on a plein de présents. Et c'est bien, c'est bien. Mais la généralisation de ce phénomène et de ce process est quand même plus que complexe dans les territoires et les régions. Donc la question, c'est d'utiliser tout ça et pas se substituer. Car on ne peut pas se substituer aux médecins généralistes. Par contre, nous, en tant que MPR, on a à faire plus d'efforts pour former. Parce que ce n'est pas nos petits bras et nos petits nombres qui vont pouvoir faire tout ça. Donc je pense que la responsabilité des structures de référence, c'est certes soigner, mais c'est beaucoup former, essayer de développer la gradation des soins, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté pour le traiter au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau du territoire, au niveau des généralistes, au niveau des diététiciens de ville, au niveau des équipes, eh ben, qu'ils puissent avoir une ressource supplémentaire. Et ça, c'est une vraie question d'organisation de territoire, et c'est pour ça que, bon, après, tu posais la question, et je suis désolé, je n'avais pas bien noté que j'étais modérateur, mais c'est parfait, Laurent est formidable, donc c'est super. Mais c'est vraiment la question de savoir comment on peut travailler mieux ensemble pour dupliquer les forces, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, la stratégie de prévention primaire pour les personnes vivant avec un handicap, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Là, on est au début. Hein. Je veux dire, c'est une vraie prise de conscience de nos instances politiques, sur laquelle, d'ailleurs, Jean intervient également. Et on pousse, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas seulement vous opérer de la hanche quand vous avez l'arthrose, c'est d'essayer de vous faire perdre de poids un peu avant. C'est un peu ça l'idée. Hein.